Bonjour à tous. Nous allons commencer une série de 3 web modules consacrés aux botanistes qui sont allés herboriser en Chine. Nous faisons cela avec Dominique Évrard, qui est secrétaire général du CCBS, Conservatoire des collections végétales spécialisées. Et cette première série d'une trilogie va commencer par Armand David, ou le père David, qui est né le 7 septembre 1826 à Espelette, qui est un missionnaire lazariste français, zoologiste et botaniste éminent. Il a collecté durant sa vie animaux, plantes, roches et fossiles en Chine pour le compte du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Le père David va mener dans les années 1866-1874 3 grandes expéditions naturalistes dans les profondeurs de la Chine, et je donne la parole à Dominique Évrard qui va vous raconter cette histoire merveilleuse. Bonjour à tout le monde. On peut se poser la question de savoir ce que seraient nos jardins si nous n'avions pas les plantes de Chine. Il faut imaginer que la flore de Chine est extrêmement importante puisqu'elle compte environ 31 000 plantes différentes alors que la France métropolitaine n'en compte que 6 000. L'Europe entière 10 000. Et cette grande différence est due à la dernière glaciation. La dernière glaciation a commencé il y a environ 100 000 ans, avec un recul des glaces il y a 10 000 ans. Et en Europe, la Méditerranée, les montagnes ont fait obstacle à la migration des plantes vers le sud, alors qu'en Chine, les grandes vallées des fleuves, le Mékong, le Yangtze, sont dirigées nord-sud et les plantes ont pu migrer le long de ces vallées. En préparant cette conférence, je me suis posé 2 questions. Pourquoi les missionnaires français et pourquoi la Chine? Alors, pourquoi la Chine? La réponse est indissociable du contexte géopolitique de l'époque. En France, en 1848, la monarchie de Juillet, qui est conduite par Louis-Philippe, prend fin. La France regarde vers le large, rêve, comme ses voisins européens, d'empires coloniaux. Elle fait place à la Seconde République, puis lui, Napoléon Bonaparte. Durant cette même période, en Chine, ce 19e siècle est une époque capitale et charnière. D'abord, c'est la fin de l'Empire, la naissance de la République, c'est la pénétration étrangère dans les années 1840, Européens, Américains, Japonais, rêvent d'empires coloniaux et regardent du haut de leur superbe et de leur certitude ce pays qui va se trouver ainsi écartelé entre ses habitudes de vie, ses rites, ses traditions et les coutumes de ses étrangers. Le Royaume-Uni fait déjà du commerce avec la Chine et quel commerce, puisque l'Angleterre paye une partie de ses importations de porcelaine, de soie, de thé, avec de l'opium produit dans le nord de l'Inde. Les quantités d'opium deviennent rapidement considérables et provoquent en Chine une addiction de la population. En 1839, Lin Sexu, le vice-roi Lin Sexu, vice-roi des provinces du Guangxi et du Guangdong, les 2 tiers de la surface de la France, au niveau de Hong Kong, saisit la cargaison d'opium de 2 navires de l'East India Company. Celle-ci réussit à convaincre le gouvernement de la reine Victoria d'une opération punitive. C'est la première guerre de l'opium qui va prendre fin en 1842 par le traité de Nankin, avec l'annexion de Hong Kong par les Anglais et l'ouverture de 5 ports au commerce. Nous sommes donc le 29 août 1842. Ce traité est évidemment très en faveur des Anglais. Cette victoire militaire est facilement acquise. Elle suscite la convoitise des Occidentaux, notamment de la France, qui obtient en 1844 par le traité de Whampoa le droit du commerce dans 5 ports également et le droit d'évangéliser. Alors ce traité de Whampoa, qui n'est pas très connu, est en fait capital pour les missionnaires français. La Chine va se révolter à nouveau, Français et Anglais protègent leurs commerçants militairement. C'est la deuxième guerre de l'opium qui va s'étaler de 56 à 60. Nouvelle défaite des Chinois, nouveau traité. C'est le traité de Pékin en 1860 qui voit les puissances occidentales renforcer leur influence en Chine, y compris dans les provinces les plus reculées où le mode de vie occidental pénètre. Voilà donc dressé un petit peu brièvement le contexte géopolitique de la fin du 19e en Chine. Voyons maintenant pourquoi les missionnaires français se retrouvent ainsi dans ce pays et pourquoi on va retrouver dans le rang de si brillants naturalistes.
Il est d'abord une tradition du clergé que d'avoir dans ses rangs de nombreux hommes de science. Ensuite, le clergé a aussi comme mission d'évangéliser, évidemment, les peuples que l'on qualifiait à l'époque de peuples barbares. Le premier prêtre catholique qui a pénétré la Chine est quelqu'un de très très important, mais on ne va pas s'étaler sur lui, c'est Matteo Ricci, qui était très près des mandarins de Pékin. Donc, il arrive en Chine à la fin de la dynastie Ming en 1601. C'est un jésuite très apprécié des lettrés et fonctionnaire de la cour impériale pour ses connaissances universelles. Dès le traité de Whampoa, la France crée une véritable alliance entre les pouvoirs économiques, scientifiques, dont l'Institut de France et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, ainsi qu'avec le pouvoir religieux, les missions étrangères de Paris. Les missionnaires sont de plus une main-d'œuvre peu onéreuse qui a le temps, lors de ces longs périples à pied, d'observer le monde qui les entoure. Il s'agit en outre de jeunes religions recrutées dans un milieu souvent rural, souvent pauvre, et ces jeunes prêtres sont animés d'un désir d'aventure, mais aussi un désir de martyr au nom de la foi. Armand David, dont je vais vous parler tout à l'heure, dira d'ailleurs avant de partir, je suis poursuivi du désir d'aller mourir en travaillant au salut des infidèles. Le premier séminaire des missions étrangères de Paris a été créé à Moupine, aujourd'hui Baoxine, en 1830, et le premier missionnaire botaniste français est Paul Perny, qui arrive en 1800. Vous voyez sur cette diapositive, tout en haut, Paul Perny, qui est né en 1818 et mort en 1907, est resté en Chine de 1847 à 1865. Il arrive donc en Chine à la fin de la première guerre de l'opium. Paul Perny, voilà, il va herboriser dans cette région-là. Il va évangéliser. Il va créer un tas dans sa mission, bibliothèque, école, pharmacie, hôpital, etc. Ça, ce sont les hommes du Kouitchéou que Paul Perny a dû fréquenter. Alors, Paul Perny a une histoire un petit peu rigolote. Parce que vous savez qu'à cette époque-là, à Lyon, les vers à soie, il y avait une maladie qu'on appelle la pébrine sur les vers à soie, et Paul Perny a envoyé 500 vers à soie Enterea pernii, donc qui porte son nom, inféodés à un chêne et qui était censé donc remplacer les vers malades de cette fameuse pébrine, maladie qui a décimé les cultures de vers à Lyon. On lui doit aussi un disporopsis, vous connaissez peut-être les disporopsis qui sont des petites plantes un petit peu drageonnant, couvre-sol, 30 centimètres de haut, qui ressemblent à des muguets, qui sont très parfumés. Très bonne plante pour les sous-bois frais. Et puis il est connu surtout pour un ilex pernii, un ilex avec un très très joli feuillage. Un ilex, les ilex sont les houx, hein. Il y a une collection dans votre région, à Meux-sur-Loire, où il y a plus de 500 espèces de houx différents. Ce sont les prés de Culance. Il a fait un autre truc un peu curieux. Perny, en rentrant en France, il a fait un dictionnaire français-latin-chinois. C'était des hommes très, très érudits, ces gens-là. Alors maintenant, je vais vous parler donc d'Armand David. Armand David, c'est vraiment une grande, grande figure. Il est né en 1826 à Espelette. C'est un jeune lazariste, un brillant. Il est tenace, solitaire, curieux, très fin observateur et doué d'une connaissance encyclopédique de la nature. Il a 36 ans et il réalise, comme il le dit, le rêve de sa jeunesse. Voilà le père David. C'est une carte postale que j'ai trouvée chez un bouquiniste sur les bords de la Seine à Paris. Donc en découvrant en 1869 un étrange ours à la fourrure noire et blanche, Armand David ne pouvait pas imaginer qu'il venait de découvrir une nouvelle espèce d'ursidé qui allait devenir l'emblème des espèces en voie de disparition et que son panda serait le logo du WWF. Il existe un village de 168 habitants qui a été récemment dévasté par un séisme, situé près de Baoxine, la région où il a été découvert et qui porte le nom d'Armand David. Nouveau village David. Ça, c'est l'endroit où, paraît-il, il aurait dépecé le premier panda. Ce sont les balades bucoliques avec son père, puis la lecture des annales de la propagation de la foi, et enfin un passage chez les lazaristes de Paris,
et un séjour de 10 ans à Savone en Italie qui lui permettent de perfectionner ses connaissances. Et c'est là que la providence et la diplomatie va le rattraper. Le zoologiste Henry Mills Edwards, administrateur du muséum, recrute des scientifiques après la fin de la Deuxième Guerre de l'opium. Il rencontre David. Celui-ci va également être mis en contact avec un très grand sinologue de l'époque, qui est administrateur du Collège de France, Stanislas Julien, qui lui présente tout ce que Paris fait de naturalistes de renom. Mills, Edwards et Julien décident donc d'envoyer David en Chine, et David va faire 4 séjours en Chine durant 12 ans. De 62 à 66, il restera dans les environs de Pékin. En 1866, il explorera durant 7 mois la Mongolie méridionale. De 1868 à 1870, la Chine centrale et le Sichuan, et de 72 à 74, Shaanxi, Hubei, Fujian. Son séjour à Pékin, son premier séjour, est surtout marqué par la découverte dans le parc impérial d'Elafarus. Alors on est loin de la botanique, hein, mais c'est pour vous dire que ces naturalistes n'étaient pas intéressés que par les plantes, mais également par les animaux, par les oiseaux en particulier pour Armand David, mais également l'entomologie, tout le milieu environnant. Donc il va découvrir Elafarus davidianus, connu aujourd'hui sous le nom du cerf du père David. Alors pourquoi vous racontez cette histoire? Parce qu'elle est quand même assez emblématique. Aujourd'hui, alors qu'on assiste à la disparition de beaucoup d'espèces animales, végétales, l'exemple de ce cerf est quand même assez intéressant. Il va finir par obtenir, au prix de longues tractations, un couple de ce nouveau cervidé. Il le décrit comme au bois de cerf, avec un cou de chameau, le pied d'une vache et la queue d'un âne. Alors, quand vous voyez ce cerf, est-ce que vous êtes capable de dire qu'il a un cou de chameau? Ben, moi pas. Alors, l'animal a complètement disparu de Chine, car les soldats japonais et occidentaux, affamés pendant la guerre des boxeurs, c'était en 1900, s'en serviront comme repas. Ils vont tout manger. Et c'est grâce aux exemplaires envoyés en Europe par David que le cerf n'a pas disparu et a pu être réintroduit en Chine en 1956. Aujourd'hui, on compte environ 600 animaux en Chine. En 1866, le cerf, dans son milieu naturel en Chine, c'était un bel exemple. En 1866, Armand David se dirige vers la Mongolie méridionale, au nord du fleuve Jaune, dans la région de l'Ourato. La végétation est pauvre, le pastoralisme et les forêts font place aux cultures, mais David, en brillant ornithologue, chasseur et taxidermiste, fait des récoltes remarquables d'oiseaux qui feront l'admiration à Paris du zoologiste dont je vous ai parlé il y a un instant, Mills Edwards. Il va revenir de cette région avec 176 oiseaux, 59 mammifères, 1500 plantes et 680 insectes. David trouve que ce bilan est décevant. Il dit: J'ai dépensé beaucoup d'argent, perdu mon temps et mes peines. Et quand vous allez voir ce qu'il a ramené, il n'a pas perdu son temps. Alors, il a dépensé beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que, en particulier pour les oiseaux, parce qu'il payait des chasseurs. Il n'aimait pas tuer les oiseaux, mais pour les naturaliser, il fallait tuer des oiseaux. Et donc, il payait des chasseurs pour lui ramener des oiseaux qu'il avait repérés antérieurement. Alors, dans ces collectes, on peut noter un lilas, Syringa villosa, qui est très intéressant parce que Victor Lemoine, qui travaillait à Nancy, l'utilisera pour ses célèbres croisements. De même, une astilbe, vous connaissez les astilbes, et tout à l'heure je vous ai parlé de Meux-sur-Loire où il y a une collection d'ilex, de houx. Il y a là-bas également une collection importante d'astilbes. Alors cette astilbe, Chinensis variété davidii,
a été utilisé par un pépiniériste, un grand pépiniériste allemand, qui s'appelle Georges Arens, qui a croisé cet astyle pour obtenir les fameuses Astilbes X arensi. Donc ça, c'est une espèce botanique qui pousse spontanément dans la nature. Très jolie plante, hein. Et puis une très jolie plante que j'ai beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Xanthoxera sorbifolium. Cette plante a été issue, il a collecté des graines qu'il a envoyées à l'arboretum des Barres, chez M. De Villemorin, qu'il a semé et qu'il a fait planter au muséum à Paris. Et la plante issue de ces graines de David existe toujours. Et elle existe toujours au muséum. C'est une très très jolie plante. Le deuxième voyage de David, de mai 68 à juin 70, se fait en Chine centrale et au Tibet oriental est beaucoup plus fructueux pour lui. Ainsi, aujourd'hui, le Sichuan est l'un des 34 hotspots référencés avec plus de 12 000 espèces de plantes. Il va d'abord rester bloqué à Zhejiang, situé sur le Yangtze-Kiang, qui était beaucoup trop tumultueux à cette époque. C'est pas la photo là, c'est pas la photo du Yangtze à Zhejiang, hein, il est beaucoup beaucoup plus large à Zhejiang. Il va donc rester 4 mois dans cette région-là. Il va ramener quand même 10 mammifères, 30 oiseaux, 135 coléoptères et 630 espèces d'insectes. Et il envoie à Paris 194 planches d'herbier, dont Camptotheca acuminata, qui est une plante, qui est un arbre que l'on commence à voir chez certains pépiniéristes. Et c'est une très jolie plante, c'est un grand arbre à la belle floraison blanche et avec des fruits jaunes. Et de cet arbre, on extrait la camptothecine, qui est une molécule qui sert à la synthèse de médicaments utilisés aujourd'hui encore dans le traitement de certains cancers de l'ovaire et pulmonaire. Le Camptotheca est une isacée. On l'appelle aussi l'arbre du bonheur. En octobre 68, il quitte cette région. Il emprunte le fleuve Bleu pour Maupine, qui s'appelle aujourd'hui Baoxine, où se trouve un séminaire des missions étrangères de Paris. On sait à cette époque peu de choses de cette région. C'est une principauté indépendante, mais l'on sait que sa biodiversité est à découvrir. Et Armand David, après 9 mois de voyage, arrive donc dans cette ville. Vous voyez un peu les chemins qu'il devait emprunter. Et il ne devait pas avoir les bonnes chaussures de marche que nous achetons aujourd'hui, hein. Ça ne devait pas être simple de marcher sur ces chemins. Ça, c'est la table sur laquelle il aurait dépecé le premier panda. C'est l'histoire, mais c'est pas vraisemblable. Il écrit beaucoup, David. Ça, ce sont ses carnets de notes. Il écrit à l'encre de plomb, qui est waterproof. Aux missions étrangères de Paris, rue de Sèvres et rue du Bac, il y a une étagère qui doit faire environ 2,50 m de long, sur lesquels il y a tous ces carnets de voyage. Et lorsque je les ai consultés, ils n'avaient pas été consultés depuis 30 ans à peu près. Ils n'avaient pas été ouverts depuis 30 ans. Il y avait des pages qui étaient un peu collées. Il voyage à pied, il voyage sur le fleuve, il voyage dans ce genre de chaise. Les conditions de vie sont évidemment très difficiles. Il est souvent malade. Les méthodes de conservation de ces planches d'herbier, parce qu'ils ramènent essentiellement des herbiers, hein, est rendue très délicate parce que le climat est très chaud, très humide. Et c'est donc dans cette région qu'il va découvrir le panda. Alors, il va découvrir, donc, je vous ai montré là quelques primevères qui sont des plantes Primula mupinensis, qui est une petite espèce très drageonnante, difficile de culture. Il y a une primevère qui porte son nom aussi, Primula davidi. Je ne l'ai jamais vue nulle part, même dans les jardins botaniques, personne ne la connaît. Et Primula obconica, qui est une très belle primevère pour serre. Il va découvrir le fameux Cunningamia lanceolata. Sur la photo de droite, je ne pense pas que ce soit, c'est une photo prise dans son milieu naturel, mais je ne pense pas que ce soit un Cunningamia lanceolata. Par contre, à gauche, c'est la plante de l'arboretum de Wespelaar en Belgique.
il va ramener surtout beaucoup de rhodos dans cette région-là, dont un rhodo qui s'appelle Moupinensis. Vous voyez toutes ces plantes qui s'appellent Moupinensis, comme tout à l'heure la vert, Moupinensis. Si vous voyez des plantes qui s'appellent comme ça, elles sont automatiquement originaires de cette région. Donc un rhodo Moupinensis avec des fleurs en forme de campanule, qui sont le plus souvent blanches, teintées de rose. C'est un tout petit arbuste qui fait 60 centimètres de haut, avec une floraison très précoce. Il fleurit en février-mars. On n'en voit pas beaucoup dans les jardins. Un rhodo que j'aime beaucoup, rhodo orbiculare, variété orbiculare, avec ses belles feuilles rondes. Vous voyez ces feuilles? On dirait pas des feuilles de rhodo, enfin quand on n'a pas l'habitude, et des fleurs en coupe rose. Il a été introduit par Ernest Wilson en 1904, qui l'a redécouvert. Il pousse à 2400, 5000 mètres, 4000 mètres d'altitude. Il faut absolument le mettre pas en mi-ombre, comme beaucoup de rhodos, mais en pleine lumière, pour lui assurer un port dense. Sinon, il est un peu dégingandé. Un autre rhodo que j'ai photographié à l'arboretum de Westpelard, Lutescence, qui est un très joli rhodo de 2 mètres de haut à peu près, jaune, en mars-avril. Dans la nature, il pousse jusqu'à 2000 mètres d'altitude à peu près. Je vous invite vraiment à aller visiter l'arboretum de Westpelard en, en Belgique. C'est incroyable, c'est énorme. Il y a des centaines et des centaines de rhodos, de camélias, de plantes acidophiles et plein d'autres choses. Un autre rhodo, Calophytum, qui est un grand rhodo, qui ne fleurira pas dès que vous le planterez. Il faudra attendre une dizaine d'années à peu près pour le voir fleurir. Il peut atteindre dans son milieu naturel 12 mètres de haut. C'est quand même pas mal. Et lorsqu'on se balade dans ces régions-là, on sait qu'on est sous des rhodos calophytopes parce que le sol est jonché de pétales de fleurs. Alors on lève la tête et puis on voit rien du tout. Donc il faut monter sur une butte un peu plus haut. Et l'intérêt de ce rhodo calophytum, c'est que le revers des feuilles sont recouverts d'un tomentum gris. C'est-à-dire c'est plein de poils gris. Un autre rhodo, la photo n'est pas très belle, c'est Décorum. Il est très rare en culture, il est fréquent par contre dans la nature, il peut atteindre 10 mètres de haut. Il est rosé en bouton, puis blanc, avec un fond de gorge un peu verdâtre, très parfumé en plus. Dans cette région, il va découvrir aussi la fameuse Hellebore tibetanius. C'est la fameuse rose de Noël du Tibet, qui est une plante un peu mythique et rare. Cette Hellebore est la seule à être originaire de l'Est de l'Asie. Au printemps, elle déploie, vous voyez, ses nouvelles feuilles un peu glauques, suivies de fleurs simples. Les graines que David a envoyées en France au muséum n'ont pas germé. Et c'est très difficile, c'est une plante très difficile à cultiver. Une ancienne pépiniériste française qui est décédée il y a quelques mois, Martine Lemonnier, réussissait à la cultiver, cette hellebore. Et des graines ont été ensuite envoyées à Vetch Nursery par William Purdom. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand naturaliste. Et ça avait toujours été un échec. Et c'est grâce aux collègues et à la description précise d'un japonais naturaliste qui vit actuellement, qui s'appelle Mikinori Ogishu, qui a suivi les traces de David. Il a fait tout le voyage de David et il a retrouvé pratiquement toutes les plantes décrites par David. Et donc, cette hellebore, il va falloir la cultiver à 1900-2000 mètres d'altitude dans un milieu humide, caillouteux, sous l'ombre fraîche de Mathesia struptuepteris. Les Mathesia struptuepteris, on les appelle aussi les fougères allemandes. Ce sont des très belles fougères qui sont assez communes, hein, et dont les frondes au début du printemps sont très érigées et très belles. Et cette hellebore, dans son milieu naturel, pousse donc avec ses matheusias, mais également des astilbes et des fritillaires, sous le couvert de l'arbre qu'on a vu tout à l'heure, Cunningamia lanceolata. Alors, si vous n'avez pas ces conditions de culture réunies, c'est pas la peine d'essayer l'hellebore tibetanus. On peut la cultiver sous nos climats, mais il faut absolument une terre très riche, caillouteuse,
en hiver, sèche en hiver et toujours fraîche en été. Une autre plante qu'il a ramenée de cette région-là, ça l'herbier de David. Donc on le voit, c'est écrit de la main de David, hein. Et il pensait que c'était un érantis, et en bas, les dessins qu'il faisait. Une autre plante très commune, mais très très belle qu'il a ramenée, c'est la cire davidi. Donc il existe aujourd'hui pas mal de cultivars, plus ou moins pleureurs, avec des pétioles rouges, et qui a surtout un tronc avec des marques, on dit en peau de serpent. Et cet érable, Davidi, a été croisé avec un érable américain, Pennsylvanicum, pour donner les très beaux Acer conspicuum, dont le plus beau est Phoenix, qui est rouge en hiver. Dans mon jardin actuellement, il est rouge, rouge, le tronc est très rouge, et après il va griser au cours de l'été. Une autre plante que l'on connaît bien, il y en a beaucoup à Paris sur les grillages des jardins publics. C'est une clématite Armandie, une clématite à feuillage persistant qui fait 6-8 mètres de haut à peu près et qui fleurit tôt, en mars-avril. Et cerise sur le gâteau, cette clématite est hyper parfumée. Une plante que j'aime beaucoup, qui a été prise dans mon jardin d'ailleurs, qui est un corydalis. Il y a beaucoup, beaucoup de corydalis. Il y a des centaines de corydalis différents. C'est une plante qui n'est pas très, très connue. Paraît-il qu'elle n'est pas facile à cultiver. Lorsqu'on plante des espèces botaniques comme ça, c'est toujours très intéressant de savoir dans leur milieu naturel dans quelles conditions de sol, d'ensoleillement, elles poussent pour essayer de l'introduire dans son jardin dans un milieu à peu près analogue. Donc, Corydalis flexuosa est une vivace avec un port étalé, des feuilles composées qui sont vert clair, teintées de pourpre, et les feuilles ont 4 pétales qui sont soudés, tubulaires, munis d'un éperon bleu brillant et qui sont portés par des hampes florales fines et érigées bien au-dessus du feuillage. Alors, Corydalis flexuosa avait complètement disparu des cultures jusqu'en 1986, réintroduit par un groupe de botanistes anglais avec qui j'ai eu l'honneur de faire un voyage en Afrique du Sud, Martin Rix, Compton et Darcy. Ils l'ont retrouvé, il avait complètement disparu et des jardins, plus personne n'en avait, même pas en Angleterre. Et c'est donc ce groupe de botanistes qui l'a ramené, qui l'a redécouvert en 1989. Alors il en existe différents cultivars, dont un qui s'appelle Armand David. Donc dans le milieu naturel, il y a une variabilité des plantes. Toutes les stations où on trouve ce corydalis, eh bien, il peut y avoir des formes à fleurs plus ou moins foncées. Donc, les pépiniéristes leur mettent un petit nom derrière, ça fait vendre. Un épimédium que l'on peut trouver en France chez certains pépiniéristes, il y en a 2 ou 3 pépiniéristes qui l'ont, épimédium davidi, qui a été également réintroduit par Martin Rix en 1987. Il avait disparu, il fait 20 cm de haut, pH caduc. C'est le premier épimédium avec épimédium acuminatum à avoir été réintroduit en Occident. Les épimédiums sont de très bonnes plantes pour l'ombre sèche. Beaucoup d'épimédiums ont un feuillage en plus persistant. Les touffes s'étalent assez facilement, ça pousse bien dans des milieux secs, mi-ombre. Donc bon couvre-sol pour ces milieux-là. Une très bonne plante aussi. Il a ramené que des bonnes plantes, hein, en fait. Schizophragma integrifolium. Ce que l'on voit de blanc, là, ce ne sont pas les fleurs, hein, ce sont des bractées. Elles sont plus grandes, les bractées Le schizophragma, ça fait partie de la famille des hydrangeas, donc des hortensias. Dans les hortensias grimpants, parce que c'est une plante grimpante, il y a Hydrangea peciolaris. Ce sont des plantes un petit peu similaires, qui nécessitent les mêmes conditions de culture, qui aiment bien pousser dans les arbres. Elles peuvent monter à 8-10 mètres de haut, sur des murs exposés au nord. Ça, c'est pas fréquent d'avoir des floraisons
intéressantes sur des murs au nord, eh bien les schizophragma et les hydrangeas pétiolarias poussent dans ces conditions-là. Schizophragma intégrifolium, très très jolie plante. Vous pouvez trouver pas mal de schizophragma dans une pépinière près de Fougères, la pépinière Aoba. Alors l'horreur, la plante envahissante par excellente qu'il faut supprimer des jardins, Buddleia davidi. Super belle plante. Mais alors, mon Dieu, que c'est envahissant. Vous en trouvez partout, surtout dans des milieux très pauvres, dans des friches industrielles, au bord des voies ferrées, etc. C'est une plante très, très envahissante. Il y a beaucoup d'autres espèces de Buddleia. Celui qu'on voit dans les jardins, c'est Davidi. Donc il est bleu, blanc, tout ce que vous voulez, des tailles complètement différentes, mais il y a plein, plein d'autres Buddleia hyper intéressants pour les jardins. Il y a un Buddleia jaune qui est originaire du Chili, qui s'appelle Globosa, Buddleia globosa, et les fleurs, ce sont des petites boules rouges, jaunes, pardon, excusez-moi, des petites boules jaunes. C'est une très jolie plante. Donc, ne mettez pas de Buddleia davidi dans votre jardin, mais trouvez d'autres types de Buddleia. Ils sont souvent remarquablement beaux. Il a ramené aussi un lys, Ilium davidi. Toujours dans cette région, en 1869, il découvre un grand lys, 1,50 m de haut, à peu près orangé et piqueté de points noirs, aux fleurs comme le lys martagon. Il va être à l'origine ce lys de nombreux hybrides, lui aussi, dont du chartreille, qui a été hybridé par un professeur de botanique à la Sorbonne, Pierre Duchartre. Et puis la plante mythique d'Armand David, c'est le Davidia involucrata. On lui a dédié un genre. C'est un genre monospécifique. Monospécifique. Dans la famille des Davidia, il n'y a qu'une seule plante. C'est Davidia involucrata, l'arbre au mouchoir. Ce que l'on voit de blanc, là, ce ne sont pas non plus des fleurs, des pétales, je veux dire, ce sont des bractées. Voilà le Davidia involucrata. C'est vraiment la plante emblématique de David. Ça fleurit au mois de mai, c'est couvert de ces bractées blanches, c'est un spectacle incroyable. C'est un très très grand arbre. À droite, la photo a été prise à l'Arboretum national des Barres. C'est une splendeur. Une plante que j'aime bien, c'est le Photinia, Photinia davidiana. On l'appelait autrefois Strangvaesia davidiana. Alors j'aimais bien quand on l'appelait Strangvaesia. Maintenant on l'appelle Photinia. Les Photinia ont une mauvaise réputation. Vous savez, ce sont ces plantes que l'on utilise pour des haies à feuillage persistant avec des feuilles qui sont un petit peu rouges comme la photo en bas à droite. Mais il y a plein de Photinia très intéressants pour le jardin avec des belles fructifications souvent blanches et tôt en saison. Alors David va décider de quitter cette magnifique région en 1870 et sur le chemin du retour, il apprend que le 21 juin, il y a eu encore des massacres de chrétiens, notamment des massacres de lazaristes à Tianjin en particulier. Il est très choqué, très peiné, il est très en colère et devant le danger, parce que lui aussi est menacé, il décide de regagner la France. La France à cette époque-là, en 1870, vient de rentrer en guerre contre la Prusse. Et il écrit, Mon Dieu, qu'il faut de la vertu pour ne pas fuir ces malheureux et cruels Chinois pour lesquels nous venons nous sacrifier. Alors il revient en France, il va passer d'abord un an à Savone, en Italie, là où il a été pendant 10 ans professeur de sciences naturelles. Il passe un an à Savone, il rentre en France, et alors là, il est beau là, notre père David, hein. Et donc, quand il va rentrer en France, il découvre l'origine des espèces de Darwin, qui vient d'être publié, qui a été publié, je vous rappelle, en 1869. Et l'on sait les querelles qui animèrent alors les débats entre les darwiniens et les créationnistes catholiques. Et David va écrire, tout en refusant à admettre les énormes conséquences que les darwiniens tirent de leurs observations, je suis de ceux qui pensent que ces sortes d'études doivent donner des résultats d'une grande importance. Mais David est infatigable, il peut décidément pas se passer de la Chine et il quitte la France en
début 72 et se retrouve à Shanghai en mars. Il fallait 3 à 4 mois à peu près hein, pour aller de France à Shanghai. Il y a 2 périodes dans l'année où on pouvait, en fonction des alizés, où on pouvait faire le voyage. Et il va quitter la Chine définitivement en avril 74. De ce dernier voyage, il va rapporter 10 caisses d'échantillons, parcourir de 3200 kilomètres à pied, à dos de mulet, en fluvial, et on estime qu'il va perdre les 3 quarts de ces caisses dans lesquelles qui étaient remplies d'échantillons d'herbiers, d'oiseaux naturalisés, de mammifères naturalisés ou d'insectes. Tous les jours, il va noter toutes les observations dans ses carnets qui sont conservés au musée, aux missions étrangères de Paris. Et son apport à la flore, à la faune, à la minéralogie, à la géographie, à l'hydrographie, à la climatologie sont d'un apport considérable aux sciences de la nature. On estime à 2919 espèces de plantes qui nous restent nouvelles, qui n'avaient jamais été décrites, qui nous restent de David et Adrien Franchet, dont je vais vous parler tout à l'heure brièvement, pensait qu'il en avait perdu autant dans des accidents de toutes sortes. Ces autres collectes se montent à 9569 insectes, arachnides, araignées donc, et crustacés, à 1332 oiseaux et à 599 mammifères. À son retour en France, il va publier ses carnets de voyage et en 1877, un remarquable livre sur les oiseaux de Chine, livre qui fait encore référence. Le pauvre David va s'éteindre doucement rue de Sèvres à Paris, dans la maison des missions étrangères de Paris. Et jusqu'au bout, cet homme discret, humble, modeste, méditera sur les mouvements du monde, et en particulier sur l'état de la nature qu'il a pu visiter en Chine. Merci beaucoup, Dominique, pour cette passionnante histoire. Donc, notre trilogie va continuer. À bientôt pour un prochain web module patrimonial sur la suite de cette périlleuse et passionnante histoire.